Des troupes en mouvement, le retour des rôdeurs du Nord, des déclarations d'amour au clair de lune, un départ vers une route mortelle, l'accomplissement d'un destin, voici ce qui nous attend dans cet épisode couvrant le 2e chapitre du Retour du Roi. Bonjour et bienvenue dans cet épisode des Pages du Milieu, FX et Cyril. Comment allez-vous en cette belle journée d'automne ? Bonsoir. Écoute, plutôt bien, voilà. Plutôt... je sais pas pourquoi je prends cette voix du tout. Je ne sais pas du tout pourquoi je fais ça. Ça va, Jean Dujardin dans SS 117 ? Oui, ça va très bien, j'aime faire des podcasts. Ouais, moi aussi. Toujours un plaisir de se relancer dans l'histoire. On veut continuer, il faut y aller là, faut avancer. Ça va, vous n'êtes pas pris d'une petite déprime saisonnière, vous avez assez de vitamine C. Tant qu'il y a le Seigneur des Anneaux, moi je suis bon. Petite cure de zinc, de Seigneur des Anneaux, j'ai pas encore d'oméga commencé 3. à me supplémenter, tiens, il faudrait que je commence. Ah bah moi j'ai commencé. commencé, j'ai pris mes premières vitamines cette semaine. Moi je regarde la charge de Rérim une fois tous les matins, avec le discours de Théoden en entier, et je pète Et la tout va forme. bien. Ouais, et je pète. Les médecins le détestent. Regardez ce simple trick. Moi j'en profite de ce petit message d'ouverture pour vous remercier, chers auditeurs, chères auditrices, aussi bien pour vos commentaires que vos retours, et vous invite à noter notre podcast sur les plateformes d'écoute comme d'habitude, à nous suivre sur nos réseaux, nous rejoindre sur notre page Tipeee, et nous remercions grandement tous nos tipeurs qui nous soutiennent financièrement. Merci, merci, merci. 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 Alors je suis ravi de vous retrouver et j'ai hâte de rejoindre nos cavaliers du Rohan, j'espère qu'il en est de même pour vous, car nos cavaliers sont encore en préparation pour le moment le plus épique de toute leur histoire. Alors sans plus attendre, commençons. Chapitre 2, le passage de la compagnie grise. Gandalf est parti, et le bruit sourd des sabots de Gris-Poil s'est perdu dans la nuit quand Merry revient auprès d'Aragorn. Donc voilà, là on se retrouve exactement au même moment de la fin du chapitre du Palantir dans le tome 2, et vraiment on reprend à peu près au même début que dans le premier chapitre de ce tome-ci, hein, sauf qu'on suivait Gandalf et Pippin, et maintenant on va suivre Merry et compagnie. Alors ce dernier, donc Aragorn, se tient prêt avec Legolas et Gimli, ainsi que leurs chevaux respectifs à partir. Il reste donc 4 membres de la compagnie, dit Aragorn. Nous poursuivrons notre chevauchée ensemble, mais nous ne partirons pas seuls comme je le pensais. Le roi est maintenant déterminé à partir tout de suite. Depuis la venue de l'ombre ailée, il désire retourner dans la montagne sous le couvert de la nuit. Et de là, où ira-t-il ? Demande Legolas. Je ne saurais le dire encore, répond Aragorn. Pour le roi, il se rendra au rassemblement qu'il a ordonné à Edoras, à 4 nuits d'ici. Et là, je pense, nous entendrons de nouvelles de guerre, et les cavaliers de Rohan descendront sur Minas Tirith. Quant à moi et à ceux qui m'accompagneront... Moi, pour commencer, s'écrie Legolas. Et Gimli avec lui, dit le nain. Eh bien, pour moi, dit Aragorn, tout est obscur devant moi. Je dois aussi descendre à Minas Tirith, mais je ne vois pas encore la route. Une heure depuis longtemps préparée approche. « Ne me laissez pas derrière, dit Merry. Je n'ai pas encore servi à grand-chose, mais je ne veux pas être écarté comme un bagage à récupérer quand tout est terminé. Je ne pense pas que les cavaliers voudront se soucier de moi à présent, bien que, naturellement, le roi ait dit que je devrais m'asseoir à ses côtés quand il arriverait à sa demeure, pour tout lui raconter de la comté. Oui, dit Aragorn, et votre route est auprès de lui, je pense. Mais n'espérez pas de la joie en fin de compte. Il s'écoulera beaucoup de temps, je le crains, avant que Théoden ne siège de nouveau à l'aise à Méduseld. 1000 espoirs se flétriront en cet âpre printemps. Tout cela est réjouissant, hein. Déjà, Gandalf qui disait la semaine dernière que les journées qui allaient arriver n'apporteraient pas de bonheur, mais plus de malheur encore. Ici, Aragorn qui explique que les espoirs vont se flétrir. Ce n'est pas très C'est la guerre, mon vieux. motivant. Et pas que les espoirs des hommes, mais bientôt également l'espoir des héroïnes. C'est horrible, bien placé, mais C'est dur, mais c'est ainsi. c'est dur, mais juste. Enfin, j'y pense parce que je sais qu'il va la remballer à la fin de l'épisode. Je ne peux pas tenir plus longtemps cette information, je dois la sortir. Elle me fait tellement de peine. Eh bien, Elle va jeter toute sa frustration sur le roi sorcier dans quelques chapitres. Elle lui fera payer tout le poids d'avoir été conduite par Aragorn. Ouais. Elle a bien raison.
pour le coup, il lui a pas fait refléter grand-chose, parce que je trouve que dans les films, il est un peu plus, tu sais, il est un peu plus ambivalent. Dans les films, il joue blindé. Hein. Ouais. Dans le film, c'est un salaud. Et c'est vraiment Bah un non, salaud. ouais. Si, je suis si, d'accord si, qu'il si, joue, mais si. de dire que c'est un salaud parce qu'il est quand même en mode. Il fait tout le ténébreux, il revient remettre sa petite couverture sur elle pendant qu'elle dort au milieu de la salle, ouais. pour après lui dire des trucs un peu mystiques, puis après il dégaine l'épée face à elle. Oui, mais ce ne sera pas votre destin, car vous êtes une princesse du Rohan, tu vois, allez, gros. Ouais, non, il C'est fait, vrai. Mais fous-lui la paix, tu vois bien qu'elle est amoureuse de toi, lâche-la. il fait un peu le mec, tu sais, quand il revient, après qu'il... Qui marche au ralenti, tu vois, juste Ouais. devant elle, comme un cheat show, là. Quand ils ont pensé qu'il était mort, là, il revient, et elle le voit au loin, comme ça. Non, vraiment, c'est vrai, c'est vrai. il joue. Alors que dans les livres, il ne joue pas C'est vrai qu'il a donné vraiment aucun signe dans les livres Non. d'un quelconque intérêt. Non, mais je pense que dans les films, il voulait un peu jouer sur les deux plans. Tu vois, il se disait, si Arwen, elle part vraiment, au moins, j'ai mon plan de secours. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est marrant au final, d'Éowyn on lui donne ce background, en tout cas ce tiraillement entre son devoir de s'occuper de son peuple et son envie, son besoin d'aller se battre concrètement sur le champ de bataille. Peut-être ça aurait été complètement suffisant pour l'amener jusqu'au Ouais. champ de Pelennor et l'aboutissement de son personnage. Et c'est vrai que cette romance avec Faramir à la fin, déjà qu'on ne voit que dans la version longue, et avec une petite scène qui dure même pas une minute. Ouais. Et sinon, à la fin du film, on les voit juste tous les deux main dans la main. T'es là, Oui, ok, merci. Je sais pas c'est d'où mal ça vient, amené. mais très bien. Mais Et ça se demandait si même cette romance que elle veut, bon, certes, ça vient du livre, mais pourquoi est-ce qu'ils ont autant appuyé dessus dans le film, même si c'est très subtil et que c'est pas non plus avec des gros sabots. Qu'est-ce que c'est censé apporter à Éowyn ? Est-ce que c'est pour ne pas mettre que ce côté guerrière et aussi ce côté pas de femme aimante, mais ce côté Maternelle, je sais pas. ouais. Non, ouais, bah, je pense qu'il y a un Est-ce que c'était nécessaire ? petit peu de romance, parce que c'est vrai qu'elle existe dans le livre, donc je pense que Ouais, il devait la il mettre. y a peut-être un peu les producteurs derrière qui ont poussé aussi un petit peu, tu vois. On sait par exemple que... Enfin, je sais que dans le Hobbit, cette fameuse romance cette entre... horrible romance. Entre l'elfe inventé et notre pauvre Kili, ou Philly, je ne sais plus. Kili, je crois. Je sais que par exemple, Lily... Comment elle s'appelle Lily... Evangeline Lilly, Mhm. quand elle doit dire à la fin Why does it hurt so much, elle dit ça à Legolas, je pense, qui est à côté, boîte d'huile. Ouais. Pourquoi est-ce que l'amour fait aussi mal, tu vois, etc. Et apparemment, elle a sur le plateau essayé pendant des heures pour ne pas faire cette phrase, et tu la vois dans les making-of en mode oh Je peux non, pas dire ça. ouais, voilà, tu vois. Et je sais que c'était principalement des requêtes de producteurs, en fait, parce qu'il faut avoir des romans, Mais oui, c'est des ça. machins et des C'est un trucs, peu le quoi. côté hollywoodien. Après, pourquoi est-ce que Tolkien lui-même a mis cette romance finalement qui n'apporte pas grand-chose? Mais c'est pas vraiment une romance, c'est un personnage. Il y a quand même un personnage. Le personnage d'Éowyn, c'est quand même une belle femme issue d'une lignée quand même relativement prestigieuse, Ouais, pas ouais. autant que le Gondor quoi, mais qui trouve quelqu'un d'une lignée et Oui, d'une c'est vrai. prestance quand même assez forte. Je pense que Oui. pour moi, en fait, sur papier, ça fait extrêmement sens. Enfin, je pense que pour beaucoup de gens, c'est quelque chose Ouais, qui ouais. aurait pu arriver si, voilà, il n'y avait pas eu. Enfin, en fait, Aragorn a déjà un amour en plus bien plus qui je pense dépasse le simple amour, vu qu'il est quand même amoureux d'une elfe de 3000 ans. Enfin, tu vois, ces fameux amours entre elfes et hommes humains très rares, ouais. et humains, ouais. Donc voilà. Mais en soi, c'est vrai que pour moi, ça c'est juste pas de chance, mais ça fait sens malgré tout, quoi. Oui, c'est vrai C'était que pas dans impossible. l'imaginaire un peu chevaleresque, elle a peut-être Fanny De passion de Passion médiéviste. médiéviste va s'hérisser, mais dans notre imaginaire chevaleresque, il y a toujours cette idée de la princesse et du chevalier, du preux-chevalier, et ici ça fait un peu écho à ça. Pour moi, c'est vraiment le couple chevaleresque, bon ici qui échoue, mais Mais le je fait pense- que la princesse soit amoureuse du beau guerrier, etc., c'est un peu les codes traditionnels. C'est vrai, moi, il y a d'office des trucs comme ça dont on pourrait discuter tout. Moi, je pense qu'il y a aussi Éowyn qui, en fait, habite à Edoras depuis peut-être toute sa vie, Oui, a bien perdu beaucoup de gens de sa famille et qui n'a peut-être pas nécessairement beaucoup d'hommes autour d'elle de sa stature, à part peut-être son cousin et il y a Alfred, le capitaine de la garde. Enfin, j'en sais rien, tu Mais vois. je pense, mais ici c'est quand même dans le livre, c'est quand même très appuyé, parce que même je pense que la raison pour laquelle elle part à la guerre, C'est retrouvé Aragorn. c'est parce qu'elle n'a plus vraiment le désir de vivre. C'est ça, Ouais, par la c'est ce que recherche. j'allais dire maintenant, c'est au moment où je vous pose la question à haute voix, je me rends compte qu'en fait c'est appuyé dans ce chapitre et dans les quelques chapitres suivants avec elle, avec Mary. On va en Quand reparler. elle dit au qu'en revoir du haut des escaliers. C'est qu'en fait non on sent vraiment On qu'elle a voit. un désespoir à partir du moment... Il y a cette chose-ci que vous décrivez, qu'effectivement elle voit ce grand chevalier qui Ouais. représente beaucoup pour elle, parce que non seulement il est noble de sa lignée, mais il est noble de cœur et d'acte.
Et du coup, elle l'admire pour ça, elle l'aime, et c'est ce qu'elle dit à la fin du chapitre quand il lui fait comprendre qu'il ne va rien se passer avec lui. C'est qu'elle l'aime comme ses hommes, comme les hommes d'Aragorn l'aiment et le suivent, sauf qu'elle l'aime encore plus. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle croit. Et que le fait qu'elle aille s'engager au combat, c'est par désespoir, parce qu'elle se dit qu'il n'y a non seulement pas d'espoir que les hommes gagnent dans cette guerre, et qu'elle n'a aucun espoir d'être avec celui qu'elle pense aimer. Oui, c'est ça. Oui, mais donc c'est quand même assez profond. Enfin, en tout cas, la passion dans laquelle elle est prise par rapport à Aragorn est quand même énorme, quoi. Mais moi, j'y vois vraiment un couple un peu romantique, vraiment romantique au terme littéraire, dans le sens vraiment tel Tristan et Iseult. Mais vraiment où les souffrances du jeune Werther de Goethe, le côté... Le Sturmundrang, tout ça. Il ne m'aime pas, donc je suis prêt à aller mourir sur le champ de bataille. Enfin, il y a un côté oui, et on très... avait ça avec Amroth et oui, tout à fait. Et Nimrodel. Aussi, c'est très adolescent, presque, au final, comme manière de voir la chose. Enfin, c'est vraiment la première passion amoureuse. Ah bah si je peux pas être avec lui, bah alors je veux crever. Après, elle a quel âge, la héroïne? Je sais pas. Bah, je ne sais pas, mais elle est jeune en tout cas. Très jeune. Hein. Elle est jeune, et c'est effectivement une des premières fois qu'elle sort un peu des Doras, et se retrouve dans quand même un contexte assez chaud, quoi. La guerre qui potentiellement va mettre la fin à l'humanité. Oui, c'est vrai. Donc elle a hâte de... Donc en fait, elle a plein de raisons de tomber amoureuse de lui et de vouloir après en mourir. C'est bien, c'est en discutant qu'on trouve un peu les... 2995, donc elle a 23 ans. Ouais, elle est toute jeune. Une jeune femme qui tombe amoureuse probablement pour la première fois d'un preux chevalier qui lui refuse. Bah en même temps, qui est 4 fois son âge, donc c'est bien qu'il la repousse. Mais on y reviendra, parce que ce personnage va encore la voir beaucoup. Oui, c'est vrai. Même dans ce chapitre, je pense. Donc bientôt... Toute la compagnie, donc les cavaliers, le roi Théoden, sont prêts au départ. Il y a 24 chevaux avec le roi Théoden ainsi que le reste de la communauté de l'anneau. Ils se mettent en route et chevauchent rapidement dans la nuit. Mais bientôt, un cavalier galope vers eux de l'arrière de la colonne. Ils s'arrêtent devant le roi Théoden. Ils sont suivis. Des cavaliers les pourchassent. Théoden ordonne aussitôt une halte. Les cavaliers font volte-face et saisissent leurs lances. Aragorn met pied à terre, dépose Merry, le faisant se sentir plus que jamais comme un bagage inutile, et tire son épée. Le petit hobbit, pestant de sa propre inutilité, tire tout de même sa courte épée dans un geste de rage. La lune déclinante sort d'un grand nuage et se fait soudain toute claire. Tous entendent alors un son de sabots, et ils voient au même moment des formes noires qui s'avancent rapidement sur le chemin venant des gués à Croupeton. C'est pas vrai, il n'y a pas à Croupeton, mais il voit des formes noires qui s'avancent rapidement sur le chemin venant des gués. Le clair de lune scintille de ci de là sur les fers de lance. On ne peut dire le nombre des poursuivants, mais il ne paraît pas inférieur à celui de l'escorte du roi. Halte! Halte! Qui chevauche en Rohan? S'écrie Éomer. Les poursuivants s'immobilisent. On voit un cavalier mettre pied à terre et s'avancer lentement. Sa main se détachant, paume en avant. Tue-le, queue de verre. Non, c'est pas vrai. Mais allez, moment épique là, arrêtons avec les références. Je valide. Sa main se détachant, paume en avant, en signe de paix. Il est grand, une ombre noire dressée. Rohan, Rohan, avez-vous dit? C'est un mot heureux. Nous cherchons ce pays en toute hâte depuis bien loin. Et Homer interroge. Qui sont-ils? Et d'où viennent-ils? Je suis Albarad Dunadan, rôdeur du Nord. Nous cherchons un certain Aragorn, fils d'Arathorn, et nous avons entendu dire qu'il était en Rohan. Et vous l'avez aussi trouvé, cria Aragorn. Albarad, de toutes les joies, voici la plus inattendue. Tout va bien, voici quelques hommes de ma propre parenté venus du lointain pays où je demeure. Mais pourquoi sont-ils venus, et combien sont-ils? Albarad nous le dira. Albarad explique qu'il y a avec lui 30 hommes, et que les frères Eladan et Elrohir l'ont également accompagné. Donc Eladan et Elrohir, pour ceux qui s'en souviennent, ce sont les frères ça fait d'Arwen, longtemps ça. Qu'ils avaient rencontrés à Foncombe. Frères jumeaux. Les frères jumeaux d'Arwen, donc des elfes. Mais... Né sous le signe du Gémeaux d'ailleurs. Oui, exactement. mais faites attention, il y a bien Eladan et Elrohir qui sont des elfes, mais Albarad n'est pas un elfe, et évidemment les 30 hommes avec lui ne sont pas des elfes non plus, ce sont des Dunedain. Des Dunedains. Les fameux rangers du Nord. Exactement, que l'on rencontre pour la première fois ici. Ils ont chevauché à la recherche d'Aragorn directement après son appel. Mais dis donc, Aragorn n'a jamais envoyé d'appel, sinon de ses pensées.
Mais ces questions doivent attendre. Il faut partir en hâte. Et Aragorn propose qu'ils viennent avec eux si le roi le permet. Théoden, ravi de cette force supplémentaire, surtout quand il voit la carrure, la stature de ces hommes qui lui rappellent en fait Aragorn, ne va évidemment pas les refuser. Ils sont bien baraques, ils pourraient m'aider. Et donc il les accepte évidemment dans la compagnie. En fait, c'est un peu comme l'arrivée des Expendables pour Théoden. Voilà, c'est ça. Ils arrivent C'est comme tous ça. les champions du Bruce, Gondor. il y a Bruce Willis et... C'est vraiment plus ou moins comme ça que je l'imagine, moi, avec leur belle tenue grise, etc. Et ils doivent tous avoir des belles épées. Où ils sont dans... Aragorn, des têtes de Numénorien. fils de retourne, c'est ma guerre. Mon Dieu. Bon, pas à ce point-là, peut-être, mais. Avant là-haut, c'était pas ma guerre. Mais ici, c'est ma guerre. Ah, c'est impossible, qu'est-ce que je fais avec eux? Jean-Claude Van Abadar. Aragorn, il met les pieds où il veut, et c'est souvent dans la gueule. Je vais aller faire mon propre podcast. Avec un humour à la hauteur. On s'excuse pour FX parce que c'est vraiment ses personnages préférés. Et on est en train d'en rigoler. Non, mais La compagnie grise, hein, pas les Expandables. Ah, oui, évidemment. Non, mais attends, c'est très très drôle. Non, mais oui. Donc, effectivement, Théoden, évidemment, va accepter ces fameux guerriers. Donc, les cavaliers se mettent en route et Aragorn chevauche un moment avec les Dunedains. C'est alors qu'au détour d'une conversation, Elrohir lui dit ainsi : « Je vous apporte un message de mon père. Les jours sont courts. Si tu es pressé, rappelle-toi le chemin des morts. » « Mais les jours m'ont toujours paru trop courts pour réaliser mon désir, répond Aragorn. Mais grande en vérité devra être ma hâte pour que je prenne cette route. Il comprend tout de suite évidemment la référence d'Elrond ici, mais il n'a pas très envie d'y aller, pour le coup, puisque... Voilà, non, il n'a pas très envie d'y aller. Et on se rappelle aussi que, parce que j'allais parler de l'épée, mais ça n'a rien à voir, mais effectivement, il a déjà l'épée qui va lui servir à On va lui maîtriser offrir autre chose ici, ses je fantômes. pense. Donc en fait, c'est pour ça qu'il comprend directement la référence, parce que dans les films, en fait, il pouvait pas y aller, puisqu'il n'aurait pas pu avoir l'autorité sur les fantômes avant que Elrond vienne lui-même, etc. Ce qu'il ne fait pas ici, ouais. vu qu'il a déjà l'épée depuis le début. C'est alors qu'il remarque que Albarad porte en lieu et place de sa lance une haute hampe, comme si c'était un étendard, mais elle est enveloppée dans un tissu noir serré de nombreuses lanières. « C'est un présent que je vous apporte de la part de la dame de Foncombe, explique Albarad. Elle l'a confectionné en secret et la fabrication en fut longue. Mais elle envoie aussi ce message. » Les jours sont maintenant courts. Où notre espoir vient, ou la fin de tout espoir. Je t'envoie donc ce que j'ai fait pour toi. Adieu, Pierre Elphick. Je sais maintenant ce que vous portez. Continuez à le porter pendant quelque temps pour moi, répond Aragorn. Alors qu'est-ce qu'il porte, Albarad, à ce moment-là ? C'est effectivement un étendard, fameux étendard avec l'emblème de la maison d'Elendil, la maison donc de Aragorn, qu'il pourra arborer fièrement lors de la bataille devant les portes noires du Mordor. Donc il a été tissé par sa bien-aimée, c'est joli, je trouve. C'est un beau cadeau. Très mignon. Ouais. Pauvre héroïne. C'est ça. Le premier t'as vu Eowyn, ce qu'on vient de m'offrir là ? Ouais, c'est ma meuf qui vient d'offrir ça. T'en penses quoi ? Regarde. Tu peux me l'attacher. Je t'ai déjà parlé d'Arwen. Oh non, c'est horrible. tu peux me l'attacher, quelle horreur. Elle est en train de lui mettre sa cape dans le dos, elle est juste en train de ravaler son seum. Oh. C'est joli. Eowyn, pourquoi tu serres les dents ? Ça va ? La compagnie passe alors au gouffre de Helm et en profite pour se reposer quelques heures. Mais le jour avance vite et ils doivent repartir, au regret de Gimli qui en avait déjà profité pour vanter les mérites des grottes à Merry et lui parler de la fameuse bataille et du concours qu'il avait opposé à son ami Elf, concours qu'il avait d'ailleurs gagné d'un point d'avance, donc d'un meurtre, mort, d'un meurtre, je ne sais pas, je savais pas d'un comment le kill, dire, voilà. comme on dirait dans D'un un jeu meurtre vidéo. d'avance. Merry demande où est Aragorn et Legolas explique qu'il est dans une chambre haute du fort, qu'il ne pense pas qu'il ait dormi. Il y est monté il y a quelques heures, disant qu'il lui fallait réfléchir, et son seul parent, Albarad, est allé avec lui. « Pourquoi cette compagnie est-elle venue ?» demande Merry, tout en rassemblant ses dernières affaires et en sortant avec l'elfe et le nain vers la porte en ruine du fort. « Ils ont répondu à un appel, comme vous le savez, » dit Gimli. « Un message est venu de Foncombe, disent-ils. Aragorn a besoin de ses parents. Que les Dunedains aillent à lui en Rohan. Il se demande à présent d'où venait ce message. Ce doit être Gandalf qui l'a envoyé, à mon avis. » Mais Legolas n'est pas d'accord. Il pense que c'est Galadriel. « Oui,
« Vous y êtes !» répond Gimli. « La dame de la forêt, elle lit dans bien des cœurs et voit les désirs. Ah, que n'avons-nous pas souhaité voir quelques-uns de nos propres frères et cousins, Légolas !» Légolas, debout devant la porte, tourne ses yeux brillants vers le nord et l'est, et son beau visage est troublé. Je ne pense pas qu'ils viendraient. Ils n'ont nul besoin de partir en guerre au loin. Elles s'avancent déjà sur leur propre territoire. Fameuse phrase, parce que ça, on peut souvent se demander, tiens, mais pourquoi est-ce que les nains et les elfes, la famille de Légolas, ne sont pas venus aider ? Eh bien, parce que la guerre est chez eux, et je l'avais déjà évoqué dans un autre épisode, à la saison 2, il va y avoir une énorme, terrible bataille au royaume des nains. En forêt noire. En forêt noire. Donc ça, on pourra en reparler. J'ai plus les détails exactement en tête, mais je sais qu'il y a tu sais, cette cité naine là qu'on voit dans le Hobbit. Des Iron Hills. Oui, mais Les montagnes de Erebor. fer. à Erebor, Mm. qui va être attaquée, et toute la ville devant Erebor humaine va être aussi attaquée. Donc les humains et les elfes, les humains et les nains vont s'allier, et va y avoir cette fameuse image du roi nain qui se met au-dessus du roi homme qui est mort, etc., pour le protéger jusqu'à son dernier souffle. Enfin bref, c'est vraiment l'hécatombe, les rois vont mourir, etc. Donc effectivement, il y a la guerre là-bas, c'est pas décrit dans le livre du Seigneur des Anneaux, mais on le sait, et c'est ce qu'évoque Légolas à ce moment-là. Qui explique aussi un petit peu la décrépitude par après toute l'histoire de l'anneau, des elfes et des nains également, je suppose, comme quoi 6000 ans après il n'y a plus que des hommes. On dit que les nains aussi ont creusé, etc. Mais ça explique qu'on arrive de plus en plus vers un monde sans magie, sans elfes, sans Vers nains. notre monde en fait. Notre monde à nous, ouais. C'est pour ça qu'il n'y a plus de nains et c'est ça. d'elfes. Ouais, et après sont arrivés les Romains, l'Empire romain. Ah mais ça j'ai bien après. Les trois compagnons marchent un moment ensemble, parlant de tel ou tel moment de la bataille. Ils descendent de la porte brisée et passent devant les tertres élevés pour les morts, sur les pelouses à côté de la route. Ils passent bientôt sur la chaussée de Helm et regardent dans la combe. Le haut de la mort s'y dresse, noir et pierreux, et l'on voit clairement dans l'herbe les traces du grand piétinement des Huorns. Donc le haut de la mort, c'est là où ils ont mis tous les cadavres des Uruk-hai, en fait. Un endroit un peu malfamé après, enfin, pas vraiment malfamé, mais en tout cas, c'est un gros tertre noir. Un peu maudit, comme il y a souvent dans le... Ouais, où tous les Uruk-hai ont été enterrés. De nombreux hommes de la garnison du fort ainsi que des hommes du pays de Dune, donc les Dunelandais, sont au travail sur la chaussée ou dans les champs, comme sur les murs derrière. Petit rappel aussi de ces Dunelandais qui avaient combattu du côté de Saruman durant cette bataille, et vous vous souvenez que à la fin, vaincus, ils avaient été réduits, ils avaient été épargnés par les hommes du rang, mais ils avaient dû aider en fait à la reconstruction du Gouffre de Helm, etc. Et donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Tout paraît néanmoins étrangement silencieux, une vallée fatiguée se reposant après une grande tempête. Les trois compagnons rentrent bientôt et se rendent au repas de midi dans la salle du fort. Le roi s'y trouve déjà, et dès leur entrée, il appelle Merry et le fait placer à côté de lui. Malgré que la demeure soit moins belle qu'Edoras, Théoden lui explique qu'il faut profiter de ce moment pour festoyer pendant qu'il en est encore temps. Et ensuite, Merry chevauchera avec lui. « Le pourrais-je » dit Merry surpris et ravi. « Ce serait magnifique. Je crains de n'être qu'un encombrement pour tout le monde. J'aimerais rendre n'importe quel service qui serait à ma portée, vous savez. » Tiens, ça me rappelle un petit écho d'un cher ami à Merry, un certain Pipin, au chapitre précédent. « Je n'en doute pas, dit le roi. Je vous ai fait préparer un bon bonnet de montagne. Il vous portera tout aussi vite que n'importe quel cheval sur les routes que nous emprunterons. Car je vais partir du fort par les chemins de montagne, non par la plaine. J'arriverai ainsi à Edoras par Denarrow, où m'attend la dame Éowyn. » Donc Denarrow, encore une fois, cet endroit, on le rappelle, d'où vont partir Aragorn vers le chemin des morts, qu'on voit dans les films, là où ils sont rassemblés. Et c'est là qu'Éowyn se trouve, puisqu'elle n'a pas été au Gouffre de Helm, mais elle a été rassemblée. Elle a été nommée intendante et a rassemblé donc les peuples, enfin le reste du peuple du Rohan, là-bas, en sécurité sur le plateau de Denarrow, qui est un plateau en fait dans les hauteurs, un peu en sécurité. « Vous serez mon écuyer si vous le désirez, donc dit Théoden à Merry. Y a-t-il ici un équipement de guerre qui pourrait servir à mon taïn d'épée, Éomer ?» Et Éomer répond par la négative. Il pourrait trouver un casque qui convienne à Merry, mais il n'y a ni maille ni épée pour quelqu'un de sa taille. « J'ai une épée, dit Merry, descendant de son siège, et tirant du fourreau noir sa petite lame brillante. Il dépose alors son genou à terre et prend la main du roi pour la baiser. « Puis-je déposer sur vos genoux l'épée de Mériadoc de la comté, Théoden roi ? Acceptez mon service, si vous le voulez bien. » « Je l'accepte volontiers, répond le roi. Et posant ses longues vieilles mains sur les cheveux bruns du hobbit, il le bénit.
Levez-vous à présent, Meriadoc, écuyer de Rohan de la maison de Méduselde. Prenez votre épée et portez-la vers une heureuse fortune. Vous serez, pour moi, comme un père, dit Merry. Pour un court moment, dit Théoden. Et il ne croit pas si bien dire, puisqu'il trouvera la mort durant la bataille des champs de Mais Pelennor. arrêtez de spoiler, vous deux. Ah non, mais comme ça on fait des liens, mais effectivement, pour un court moment, c'est assez prophétique comme phrase. Oui, je pense que parce que c'est d'abord parce qu'il sait déjà que qu'il va en fait lui rendre sa liberté entre guillemets assez vite une fois qu'ils Ouais. partiront déjà vers Minas Tirith. Mais évidemment, ça peut aussi être perçu comme prophétique de cette fin au champ de Ouais. Pelennor. Ils s'entretiennent tout en mangeant, jusqu'à ce que Éomer prenne la parole. « L'heure que nous avons fixée pour le départ approche, monseigneur. Ferai-je sonner les corps ? Mais où est Aragorn ? Sa place est vide et il n'a pas déjeuné. »« Nous allons nous apprêter, dit Théoden, mais que l'on fasse dire au seigneur Aragorn que l'heure est proche. » Le roi descend avec sa garde, et Merry à son côté, de la porte du fort au lieu de rassemblement des cavaliers sur l'esplanade. De nombreux hommes sont déjà en selle, et 1 millier de lances sont déjà partis à la nuit, mais il en reste néanmoins 500 autres pour escorter le roi, pour la plupart hommes de la campagne et des vallées de l'Westfold. Les rôdeurs se tiennent un peu à l'écart, silencieux, sur leurs chevaux. Une seule monture reste sans cavalier, celle d'Aragorn. Tandis que le roi monte sur son cheval Nivacrin et Merry sur son poney, Éomer sort de la porte, accompagné d'Albarad, les 2 fils d'Elrond, Eladan et Elrohir, Legolas, Gimli et enfin Aragorn. « J'ai l'esprit troublé, seigneur, dit-il au roi Théoden. J'ai entendu d'étranges paroles, et je vois de nombreux périls au loin. J'ai longuement médité, et maintenant, je crains de devoir changer de dessein. Il me faut prendre une autre route, pour moi-même et mes parents. Je vais chevaucher vers l'est, par la voie la plus rapide, et je prendrai les chemins des morts. »« Les chemins des morts ? Mais pourquoi parlez-vous d'eux ? S'il existe vraiment pareil chemin, leur porte est à Donarrow, mais nul vivant ne peut la franchir. » Bon, vous ferez comme vous l'entendrez, seigneur Aragorn, c'est votre destin. Peut-être de fouler des chemins étranges que les autres n'osent aborder. Cette séparation m'afflige et ma force en est diminuée, mais je dois cependant prendre les routes de la montagne et ne plus différer. Adieu. Accompagné de Legolas et Gimli, Aragorn salue le roi, Éomer et enfin Merry, qui ne trouve rien de plus à répondre qu'un « au revoir ». Il se sent très petit et accablé par ces sombres paroles. La bonne humeur de Pipin lui manque plus que jamais. Les cavaliers sont prêts et leurs chevaux s'agitent. Ils sont prêts à partir. Éomer lève la main, donne le signal pour qu'ils se mettent en route. Ils franchissent la chaussée et descendent dans la combe, puis tournant vivement vers l'est, ils prennent un chemin qui longeait le pied des collines sur 1 mille environ, avant de regagner les collines par un tournant au sud et de disparaître à la vue. Aragorn va jusqu'à la chaussée et observe jusqu'à ce que les hommes du roi se soient éloignés dans la combe. Puis il se tourne vers Albarad. « Voilà parti 3 hommes que j'aime, et le jeune non le moins. Il ne sait pas vers quelle fin il se dirige, mais il n'en irait pas moins s'il le savait. Ce sont de petites personnes que les gens de la comté, mais de grande valeur. Et maintenant, nos destins sont entrelacés, et pourtant, nous devons nous séparer ici, hélas. Enfin, il me faut me restaurer un peu, et puis, nous aussi nous devrons nous hâter de partir. Allez, venez Legolas, Gimli, je dois vous parler tout en mangeant. » Une fois attablé dans la grande salle du fort, Aragorn reste un moment silencieux avant de révéler à ses compagnons ce qui le tourmente. « Mes amis, ce matin, j'ai regardé dans la pierre d'Orthanc. » Stupéfaction, étonnement, surprise, stupeur, exclamation, crainte, que Aragorn calme tout de suite. « Du calme, mes amis, du calme. Je suis le maître légitime de la pierre, et j'avais tant le droit que la force de l'employer. Le droit est indubitable, la force était suffisante, toute juste. Ce fut une lutte âpre, et la fatigue est lente à passer. Celui que j'ai vu à travers la pierre, je ne lui ai pas dit un mot, et à la fin, j'ai forcé la pierre à n'obéir plus qu'à ma seule volonté. Cela seul, il trouvera dur à supporter. Et il m'a vu. Il m'a vu sous une autre apparence que celle que vous me voyez actuellement.
Savoir que je vis et que je cours la terre lui a porté un coup au cœur, car il l'ignorait jusqu'à présent. Les yeux à Orthanque n'avaient pas vu à travers l'armure de Théoden. Mais Sauron n'a pas oublié Isildur et l'épée d'Elendil. Aujourd'hui, à l'heure même de ses grands desseins, l'héritier d'Isildur et l'épée sont révélés, car je lui ai montré la lame reforgée. Il n'est pas puissant au point d'être insensible à la peur, non. Le doute le ronge toujours. Alors il frappera vite, et il frappera fort. Nous devons serrer notre ennemi et ne plus attendre ses mouvements. Voyez-vous, mes amis, en maîtrisant la pierre, j'ai appris bien des choses. J'ai vu venir du sud sur Gondor un grave péril qui retirera une grande force de la défense de Minas Tirith. Si on ne le contre rapidement, j'estime que la cité sera perdue avant 10 jours. Mais n'ayant aucun secours envoyé, il faut donc que j'y aille en personne, et il n'est qu'un chemin par les montagnes qui m'amènera aux régions côtières avant que tout ne soit perdu. Ce sont les chemins des morts. Les vivants n'ont jamais emprunté cette route depuis la venue des Rohirrim, car elle leur est fermée. Mais en cette heure sombre, l'héritier d'Isildur peut l'utiliser, s'il l'ose. Écoutez, voici ce que me font savoir les fils d'Elrond de la part de leur père de Foncombe, le plus versé dans la tradition. Invitez Aragorn à se rappeler les paroles du voyant et les chemins des morts. Ainsi parla Malbeth, le voyant, du temps d'Arvedin, dernier roi de Fornost. Il disait ceci. Sur la terre s'étend une longue ombre, des ailes de ténèbres atteignant l'ouest. La tour tremble, le destin approche des tombeaux des rois. Les morts s'éveillent, car l'heure est venue pour les parjures. À la pierre d'Érec, ils se tiendront de nouveau et ils entendront un corps retentir dans les montagnes. De qui sera-ce le corps? Qui les appellera du gris crépuscule? Les gens oubliés? L'héritier de celui à qui ils prêtèrent le serment. Du nord, il viendra. La nécessité l'amènera. Et il franchira la porte des chemins des morts. Si vous voulez mieux comprendre ces paroles, je vous invite à m'accompagner, car cette voie je vais maintenant l'emprunter. Mais je n'y vais pas de gaieté de cœur, seule la nécessité m'y oblige. Je veux donc que vous ne veniez que de votre plein gré, car vous y trouverez en même temps un dur labeur et une très grande peur, sinon pire. Alors allons, à la pierre d'Érec. Je cherche les chemins des morts. M'accompagne qui veut. L'aide qu'ils vont trouver dans ces montagnes n'est autre que celle de l'armée des morts, armée composée de montagnards qui avaient fait le serment de se battre pour Isildur. Sur la colline d'Érec se dresse encore une pierre noire qu'Isildur apporta de Numénor, et c'est sur cette pierre que le roi des montagnes lui jura allégeance au début du royaume de Gondor. Mais, quand Sauron revint et reprit sa puissance, Isildur appela les hommes des montagnes à remplir leur serment, et ceux-ci ne vinrent pas, car ils s'étaient prosternés devant Sauron dans le passé. Isildur dit alors à leur roi, « Tu seras le dernier roi, et si l'Ouest se révèle plus puissant que ton maître noir, j'appelle cette malédiction sur toi et sur les tiens, n'avoir jamais de repos jusqu'à l'accomplissement de votre serment. » Et c'est ainsi que tous ces hommes fuirent devant la colère d'Isildur, et ils n'osèrent pas partir en guerre du côté de Sauron. Ils se cachèrent donc dans des endroits secrets des montagnes, et ils n'eurent plus de rapport avec les autres hommes, et se réduisirent lentement dans les collines. Et la terreur des morts sans sommeil reste depuis autour de la colline d'Érec et de tous les lieux où ces gens se sont attardés. Legolas et Gimli accompagnent alors Aragorn hors de la salle et sur l'esplanade. Les rôdeurs encapuchonnés attendent, immobiles et silencieux. Nos trois compagnons montent en selle. Albarad élève un grand corps qu'il fait retentir dans le gouffre de Helm, sur quoi ils bondissent en avant, descendent dans la combe comme le tonnerre, tandis que les hommes laissés sur la chaussée ou dans le fort regardent avec stupéfaction. Et pendant que Théoden va par de lents chemins à travers les collines, la compagnie grise traverse vivement la plaine, et dans l'après-midi du lendemain, elle arrive à Edoras, où elle ne fait qu'une brève halte avant de passer dans la vallée, et elle parvint ainsi à Dunarrow, à la tombée de la nuit. Alors Dunarrow, pour le rappel, c'est ce que Cyril nous disait déjà, c'est là que se rend également Théoden, mais donc plus lentement, et c'est là où vont se retrouver toutes les armées du Rohan qui se rejoignent pour venir porter secours au Gondor. La dame Éowyn les accueille à Dunarrow, et elle se montre heureuse de leur venue, surtout celle d'Aragorn. Éowyn s'entretient donc avec eux pour le souper, et elle apprend tout ce qui s'est passé depuis le départ de Théoden. Elle est tout émue de ces récits héroïques, et s'excuse déjà de ne pas leur avoir préparé de lit assez convenable, mais Aragorn clarifie bien les choses. Et de ragoût. Aragorn clarifie bien les choses, ils ne passeront que la nuit, et certainement pas ensemble, et ils n'ont pas besoin de confort supplémentaire. Ils doivent repartir urgemment à l'aube. Ce fut donc une grande bonté, Seigneur, de faire un détour de tant de milles pour apporter des nouvelles à Éowyn et lui parler dans son exil. Nul homme ne considérait assurément pareil voyage comme un gaspillage, dit Aragorn. Je n'aurais toutefois pas pu venir ici, madame,
si ce n'était que la route que je dois prendre mène à Dunaro. Ensuite, j'emprunterai les chemins des morts. Éowyn commence à comprendre qu'il ne s'agit pas d'elle et que c'est la nécessité qui a amené Aragorn ici. Elle ne le quitte pas des yeux de tout le repas et semble tourmentée. Après le souper, alors qu'Aragorn rejoint sa tante pour y retrouver Legolas et Gimli, elle l'interpelle. « Aragorn, pourquoi voulez-vous aller sur cette route mortelle ? » « Eh bien, parce que je le dois. Je ne vois ainsi que le seul espoir de jouer mon rôle dans la guerre contre Sauron. Je ne choisis pas les chemins du péril, Éowyn. Si je devais aller là où demeure mon cœur, je serais en train de me promener dans la belle vallée de Foncombe. » Oh, Ouais. burn, Oh, dur. burn. Gros coup dur pour Éowyn. Déjà, c'est hyper dur. La fille, elle est là en mode il est pas venu pour moi. Il veut pas venir dans ma tente. Et puis maintenant. Sur ce, elle reste un moment silencieuse, Ah là là, dur. comme réfléchissant à ce que cela pourrait bien signifier. Et après plusieurs tentatives pour faire rester Aragorn, ou au moins l'accompagner à la guerre, ou sur quelque chemin qu'il emprunterait, elle se rend à l'évidence qu'Aragorn ne cédera pas. Selon lui, sa place est ici, à protéger les siens, la place d'Éowyn du coup, ce qui n'est pas pour plaire à la nièce de Théoden. Toutes vos paroles n'ont d'autre but que de dire « Vous êtes une femme, et votre rôle est dans la maison. Mais quand les hommes seront morts au combat et à l'honneur, vous pourrez brûler dans la maison, car les hommes n'en auront plus besoin. Moi, je suis de la maison d'Éorl, et non pas une servante. Je puis monter à cheval et manier l'épée, et je ne crains ni la douleur ni la mort. Mais que craignez-vous alors, gentes dames ? Une cage. Restez derrière les barreaux jusqu'à ce que l'usure et l'âge les acceptent, et que toute forme de courage ait disparu irrévocablement. Mais vous êtes Éowyn, damoiselle protectrice du Rohan. Alors tel ne sera pas votre destin. Restez, votre place n'est pas au sud. Ceux qui vous accompagnent non plus. Ils y vont parce qu'ils ne voudraient pas être séparés de vous. Parce qu'ils vous aiment. Elle se détourne alors et disparaît dans la nuit. Oh là là. Ça me fait de la peine. Moi, cette scène, je suis désolé, je suis peiné. Je suis peiné. C'est vrai que c'est peinant. Après, cette réplique sur la cage, elle est aussi reprise dans le film. Oui. Tel quel. Donc là. À peine différent. En tout cas, j'ai juste changé la formulation, mais la formulation est un peu changée dans le film. D'accord. Mais sinon, l'histoire de la cage et tout ça, effectivement, Ouais, c'est ouais. exactement ce qui est dit. Mais là, elle expose vraiment l'arc de son personnage en disant ça. Aucun des siens n'est témoin de cette séparation, car les habitants du Rohan se cachaient, et ils attendaient que les imprudents étrangers soient partis. En effet, certains disent « Ce sont des esprits d'elfes, qu'ils retournent à leur place dans les endroits sombres, et qu'ils y restent. Les jours sont déjà assez néfastes. » Petite animosité entre les gens du Rohan et ces hommes, ces Du Nord. Dunédains et ces elfes. Ce sont des gens simples qui aiment la tranquillité d'une terre à la manière des hobbits de la comté, Ouais, je qui sais ne veulent pas. pas être dérangés. Mais en tout cas, on rigole sur cette histoire d'Éowyn et d'Aragorn, mais c'est tragique quand même. C'est très dur pour elle elle. a l'air très touchée et la manière dont c'est décrit, c'est quand même assez. Visiblement, elle voit Aragorn aussi comme une manière pour elle de sortir de sa condition Oui, c'est ça. de simple femme, alors qu'effectivement, elle a tout le rang, la formation et l'aplomb pour partir au combat ou à l'aventure, et qu'elle, elle le vit comme sa condition de femme la retiendrait d'après elle, ce qu'elle trouve profondément injuste, à juste titre. Même si on voit bien que ce n'est pas ce qui pousse Aragorn à la laisser là, bien qu'effectivement il y a cette notion de le père et le cousin, le frère ont une préhension, on va dire, sur elle et sur son avenir, mais c'est qu'aussi elle n'est pas n'importe qui, elle a un rôle à remplir, elle n'a pas à partir au combat et à risquer sa vie. Et après, ne pas oublier que Aragorn, il évolue dans les codes de seigneur, et en fait, il les respecte. Je l'avais aussi évoqué à l'épisode dernier quand on parlait de ce nouveau personnage qu'on avait rencontré. Excusez-moi, je ne retombe plus sur le nom encore une fois. Tu parles de quel personnage de Minas Tirith ? Bérégon, de Bérégon. Oui. Quand on parlait de Bérégon, et que Oui. j'expliquais le destin de Bérégon, qui allait donc tuer des gardes pour sauver Faramir, etc., des gardes de Minas Tirith, et donc Aragorn allait le bannir à la fin, malgré qu'il ait en fait aidé à bien survivre sûr. Faramir. Mais
mais parce que ce sont les règles, parce qu'il a un rôle de roi. Et ici, quand il dit à Éowyn devoir respecter en fait l'avis du seigneur et du frère d'Éowyn, c'est parce que c'est comme ça dans leur société, ils le respectent. Il s'impose pas du tout comme quelqu'un qui détruit les codes, Aragorn, pas du tout. Il est vraiment il a eu complètement dans les une codes. éducation, probablement l'éducation la plus stricte, enfin pas stricte dans le sens... mais strict par rapport à tous ces codes-là, en tout cas, vu qu'il a été éduqué vraiment par les descendants tout à fait. d'Isildur et d'Anarion et par des elfes dans une magnifique, clairement, pour d'ailleurs reprendre le trône. Hein, on le voit dans les livres, il a une très grande prétention par rapport à son rôle, et il est très fort dans ces codes-là. Et d'ailleurs, j'avais oublié d'en toucher un mot quand on parlait, mais je l'avais déjà dit aussi à l'épisode sur la Palantir, mais là, sur le Palantir, quand il parle, là, donc il a vraiment parlé à Sauron à travers le Palantir, et parce qu'il a une légitimité sur le Palantir qui lui donne une force qui est même plus puissante que celle de Sauron à ce moment-là, au moment où il utilise le Palantir. Et pourquoi, je l'avais déjà expliqué, mais je le réexplique, c'est parce qu'effectivement, les Palantirs sont des cadeaux des elfes aux rois numénoréens, et donc les rois numénoréens ont une prétention, une légitimité innée dans leur sang, et donc un pouvoir plus grand que n'importe qui quand ils utilisent un Palantir, ce qu'Aragorn utilise à ce moment-là. Et probablement Denethor, qui doit aussi avoir un sang qui vient de un peu plus loin qu'Aragorn, probablement, fort probablement même, mais dans tous les cas, qui doit avoir quand même une légitimité également. D'ailleurs, c'est connu, hein, il a un gros pouvoir sur le... Il en a une, bien sûr. Un peu à la façon dont une certaine baguette magique venant d'un certain arbre répond plus au sorcier qui l'a obtenu par la victoire, plutôt qu'à un autre qui se l'approprierait par le vol. Tellement de références aujourd'hui, j'adore. La compagnie chevauche à l'ombre des montagnes hantées. Une impression de crainte les entoure alors qu'ils avancent en dessous de ces arbres noirs que même Legolas ne peut supporter. Plus loin se dresse une grande pierre isolée. « Mon sang se glace !» dit Gimli. Mais sa voix semble étouffée et s'écrase à ses pieds. Les chevaux eux-mêmes ne veulent plus avancer. Les cavaliers doivent mettre pied à terre et les guider à la main. Plus loin gît une porte ténébreuse bordée de signes et de figures trop effacés pour être déchiffrables. « C'est là une porte néfaste !» dit Albarat. « Et ma mort est inscrite au-delà. J'oserais néanmoins la franchir, mais aucun cheval ne voudra entrer. Mais il nous faut pourtant y aller, et les chevaux doivent donc en faire autant, dit Aragorn. » L'héritier s'avance alors en tête, à la force de sa volonté. L'amour que les Dunedains portent à leurs chevaux est si grand qu'ils acceptent de les suivre. Seul le cheval de Rohan, Harod, ne veut pas avancer. Legolas pose alors sa main sur l'animal et chantonne, et la monture avance. Gimli reste en arrière, les genoux grelottants. « Voici bien une chose inouïe. Un elfe accepte d'aller sous terre, et un nain ne l'ose pas. » Il plonge alors à l'intérieur, mais est pris de cécité. Même lui, Gimli, fils de Glóin. Il avance, et semble sur un large chemin, à la lumière des torches. Soudain, Aragorn s'incline vers un petit scintillement d'or. Devant lui, le cadavre d'un homme de grande stature. Son harnois est encore intact, ainsi que son haubert doré. Sa ceinture était d'or et de grenat. Une épée ébréchée gît à son côté, comme s'il avait voulu tailler le roc dans un ultime espoir. Ici ne viendront plus jusqu'à la fin du monde les fleurs de Simbel Milnae. Il est resté gisant à la porte qu'il n'avait pu ouvrir. Où mène-t-elle ? Pourquoi voulait-il passer ? Nul ne le saura jamais. « Car ce n'est pas mon but !» cria-t-il, se retournant pour parler aux ténèbres, murmurant derrière lui. « Gardez vos trésors et vos secrets cachés dans les années maudites. Nous ne demandons que la rapidité. Laissez-nous passer, et puis venez. Je vous appelle à la pierre d'Érec. » Aucune réponse, sauf une bouffée de vent froid qui fait vaciller les torches. Impossible de les rallumer par après. Il continue à avancer durant une longue heure, avec la sensation d'être poursuivi par une horreur qui peut les saisir à tout moment. Gimli n'en peut plus. Il finit par ramper au sol, se sentant à bout. Soudain, ils entendent le tintement de l'eau. La lumière s'accroît, et ils passent une porte. Un ruisseau coule à côté du chemin. La compagnie remonte alors sur leur monture, et le nain rejoint son ami elfe. Et alors que la peur les suit toujours, le soir tombe. « Les morts nous suivent, dit Legolas. Je vois les formes d'hommes et de chevaux, et de pâles étendards semblables à des lambeaux de nuages. »« Oui, ils ont été appelés, » dit Eladan. La compagnie sort enfin du ravin dans une vallée où coule le ruisseau. Ils sont descendus de l'élévation du Mortonde, la longue rivière froide qui se jette dans la mer, baignant les murs de Dol Amroth. Les hommes d'ici l'appellent Racine Noire.
En contrebas, la vallée était riche et très peuplée. Sans se retourner, Aragorn galvanise ses troupes et leur demande de forcer. Il leur faut arriver à la pierre d'Erech avant la fin de ce jour. Alors qu'ils descendent dans le pays, les maisons se ferment et les gens s'exclament. « Le roi des morts est sur nous !» Des cloches sonnent dans le fond de la vallée. Les hommes fuient devant le visage d'Aragorn. Juste avant minuit, dans des ténèbres aussi noires que des cavernes de montagne, ils arrivent à la colline d'Erech. Au sommet se dresse une pierre noire, ronde comme un grand globe, de la hauteur d'un homme. Elle avait un aspect surnaturel, comme s'il était tombé du ciel. On dit dans la tradition de l'Ouest-Ness qu'elle avait été apportée lors de la chute de Numénor et établie par Isildur lors de son débarquement. Personne n'ose l'approcher, disant que c'était un rendez-vous des hommes de l'ombre qui s'y rassemblaient pour chuchoter autour de la pierre aux époques de peur. Elrohir tend un corps d'argent à Aragorn qui le fait sonner. Tous ont alors l'impression d'entendre des réponses, mais alors qu'ils ne voient rien, ils ont tous conscience d'une grande armée rassemblée autour d'eux. « Parjure, pourquoi êtes-vous venus ?»« Pour accomplir notre serment et trouver la paix. »« L'heure est enfin venue. Je me rends maintenant à Pelargir sur l'Anduin, et vous allez me suivre. Et quand tout ce pays sera débarrassé des serviteurs de Sauron, je considérerai le serment comme accompli. Vous aurez la paix et partirez à jamais. Car je suis Elessar, héritier d'Isildur de Gondor. » Albarad déploie alors un grand étendard sur lequel de possibles écritures étaient invisibles dans les ténèbres de la nuit. La compagnie campe autour de la pierre, mais aucun homme ne dormira. Au petit matin, Aragorn emmène ses hommes dans un voyage aussi fatigant qu'aucun d'eux, à part lui, n'avait enduré auparavant. Nul autre mortel ne pourrait y survivre, sinon les Dunedains, et avec eux, Gimli et Legolas. Et derrière eux, les morts les suivent. J'apprécie que tu aies gardé dans le résumé la vision de ce cadavre à l'entrée. Il faut qu'on en reparle d'ailleurs. Parce qu'on en avait, je pense, déjà fait mention Exactement. dans un chapitre du Rohan, parce qu'en fait, ce cadavre, ce serait celui d'un roi passé du Rohan qui serait parti à l'aventure tout seul pour explorer ce chemin et dont on n'aurait plus jamais entendu aucune nouvelle. Exactement. Je n'ai plus son nom là sous la main. On en avait déjà parlé. Mais son nom est connu en tout cas. Quand on avait fait un dossier sur... Pour l'historique du Rohan, c'était dans ce chapitre-là. Je devais y retourner, j'ai malheureusement complètement oublié, donc je m'en excuse. Quand on arrivait dans le château de Médusel, c'est dans ce chapitre-là. La semaine prochaine. Mais voilà, et puis voilà notre compagnie qui s'embarque dans un trajet d'une longueur et d'une rapidité que peu d'hommes n'a déjà pu faire, sur cette distance, et peu d'hommes y survivraient. C'est ce qui est clairement dit à la fin, donc ils vont courir en fait. Après, c'est plus ou moins la même distance que ce que la compagnie de Théoden va faire. Beaucoup plus lentement. Mais ils sont déjà partis, ils ont déjà avancé, quoi. Et donc, Ouais, il est clairement dit que les seuls qui pourraient y survivre, c'est des elfes ou des Dunedains, et Legolas et Gimli, quoi. Les autres auraient clampsé. Ça tombe bien, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'en fait, là, ils viennent en un demi-chapitre. Ils sont partis du gouffre de Helm. Ils sont passés par Edoras. Ils ont été jusqu'à Denarrow. Ils ont passé tout le chemin des morts. Ils ont descendu toute la vallée. Et maintenant, ils vont à Minas Tirith. Et ils vont d'abord à Pelargir, comme Oui, il a dit. pardon, ouais. Et d'ailleurs, revenir juste là-dessus, parce qu'effectivement, c'est un nom qui est moins familier, Pelargir. Pelargir, en fait, c'est une ville portuaire gondorienne qui a été créée par les Numénoréens au IIe âge, en 2350 pour être précis. Et donc, en fait, c'est une ville qui a été agrandie aussi par le roi Eärnil Ier durant le IIIe âge, parce que c'était un grand navigateur du Gondor. Et c'était surtout une ville qui servait à combattre les Numénoréens noirs d'Umbar. Ça, je vous avais déjà parlé longuement de cette ville un peu plus au sud, Umbar, qui est une ville qui a été infestée par les Numénoréens noirs, et dont sont issus les corsaires d'Umbar qu'on voit, les fameux corsaires, les fameux bateaux qu'on voit dans les films, sont les corsaires d'Umbar. Et en fait, à ce moment-là, là où ils y vont maintenant à Pelargir avec Aragorn, etc., Pelargir a été conquise par les corsaires. Ils vont avoir fort à faire pour les en C'est déloger. ce qu'on voit dans le film d'ailleurs, quand ils sortent du bateau, là, je sais Ouais, pas mais si on voit pas vraiment de ville, quoi. On voit qu'ils sont sur le On bord. voit des mais- villes côtières, on fait des petits villages. on les voit se battre avant, à Ouais, d'autres ouais. endroits avant d'arriver
arriver à... Bon, on les voit juste monter dans le bateau, enfin attaquer, charger vers le bateau comme ça. Oui, moi c'est ce que ça Ouais. évoque, quoi. Mais en gros, là, ils chargent pas seulement des bateaux, ils vont charger une ville carrément. Ils vont aller, ils vont aller, carrément, ils vont attaquer Pélargir en gros avec l'armée des morts qui est quand même relativement puissante. Ouais, un peu mamopé, qu'on se le dise. Mais d'ailleurs, ça change pas mal du coup la manière dont il va. Déjà, il est accompagné de la compagnie grise pour aller chercher les morts. Rien à voir avec ce qu'on a dans les films, c'est pas du tout dans une grotte ou quoi que ce soit. Ils doivent passer par un chemin puisqu'ils vivent là-bas, les morts, pour les amener avec lui jusqu'à la pierre là où le serment a été fait. Ils passent aussi par des villages, par des habitations, etc. dans cette vallée. À la fin de la vallée, oui. En tout cas, quand il sort des montagnes, il y a encore là-bas des vallées. Et je pense qu'il y a ce côté où déjà il voit des gens sortir d'un chemin où personne n'est passé depuis 3000 ans. Donc ça fout la frousse aux gens. Et je pense qu'il du coup associe un peu Aragorn au roi des morts, au fameux roi dont on parlait, alors que c'est pas du tout lui. C'est un peu leur sauveur, au contraire. Après, il est là derrière. C'est assez intense comme instant pour eux, quoi. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode. Nous aurons le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour la chevauchée des Rohirrim, une étape supplémentaire avant d'arriver à Minas Tirith pour sauver la cité du siège des troupes du Mordor. Alors si vous ne voulez pas manquer cet épisode, que celui-ci vous a plu, ce dont nous ne doutons pas, n'hésitez pas à lui laisser une note sur la plateforme avec laquelle vous l'avez écouté. Partagez-nous toujours vos remarques, vos questions, vos réflexions sur notre page Facebook, sur Instagram, par mail. Et je vous dis, chers auditeurs, chères auditrices, ainsi qu'à vous, FX et Cyril, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao, à la semaine prochaine.